La Chine va-t-elle sauver le climat? Bonjour, je suis Salomé Robles, journaliste environnement-climat pour BFM TV. Bienvenue dans la question météo-climat. En septembre, à la tribune de l'ONU, Donald Trump a qualifié le changement climatique de la plus grande arnaque jamais créée, vantant ainsi les mérites du pétrole et des énergies fossiles, dont l'exploitation est pourtant l'une des premières causes du réchauffement de notre planète. Dès le lendemain, à la même tribune, son homologue chinois lui a répondu en lançant que la transition verte et bas carbone était bel et bien la tendance de notre temps. Xi Jinping s'est même attaqué aux pays qui, je cite, agissent contre elle et a appelé la communauté internationale à maintenir le cap. Le ton est donc donné et on sait que la Chine et les États-Unis s'opposent régulièrement sur de nombreux sujets, mais là, la lutte contre le changement climatique semble être un nouveau terrain d'affrontement. Pourtant, la Chine, c'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde, 30% des émissions totales. Mais dans le même temps, c'est aussi le pays qui investit massivement dans l'électrification de son économie, nucléaire, éolien, solaire. L'année dernière, sur les 17 millions de voitures électriques vendues dans le monde, 11 millions l'ont été en Chine. Mais alors, est-ce que cette transition énergétique pousse la Chine à jouer un nouveau rôle dans la diplomatie climatique mondiale? Alors que la COP30 vient de s'achever, c'est la question qu'on pose à Thibaut Vojta. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur, conseiller à l'Institut Jacques Delors et directeur de master à l'EM Lyon. Et vous allez nous aider à y voir un peu plus clair sur les ambitions et sur les intentions de la Chine dans la lutte contre le réchauffement climatique à l'échelle mondiale. Alors peut-être en première question, en amont de la COP, tous les États devaient remettre des objectifs de réduction d'émissions. La Chine a d'ailleurs été l'un des premiers pays à le faire, preuve d'une certaine volonté. Qu'est-ce qu'elle s'est fixé exactement comme objectif? Alors, la Chine s'est fixé comme objectif une réduction aux alentours de 7 à 10% de réduction de gaz à effet de serre à horizon 2035, avec comme autre objectif le fait de parvenir à un pic de ces émissions à horizon 2030. Ce qui est important, parce que vous avez dit que la Chine est le premier émetteur de la planète. C'est le cas au niveau annuel. Au niveau historique, les États-Unis la dépassent de loin. Mais si la Chine atteint ce pic, on a bon espoir que quand même, on a bon espoir que ce pic a été atteint. Il y a eu aucune augmentation, de ces émissions durant les 18 derniers mois. Et à partir du moment où le plus gros émetteur annuel, encore une fois pas historique, commence à réduire ses émissions, on a bon espoir de revenir sur des trajectoires qui sont plus proches, encore lointaines, mais plus proches de celles de l'accord de Paris. En tous les cas, on est sur des trajectoires de réduction de de gaz à effet de serre et plus de ralentissement des émissions, ce qui est très important. Et du coup, vous le dites, on est encore loin des réductions nécessaires pour atteindre l'accord de Paris. Mais la question, c'est est-ce que la Chine se donne les moyens d'atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé ou c'est comme d'autres pays, on n'y croit pas trop? C'est une bonne question. Heu, alors, d'une certaine manière, oui, et d'une autre manière, non. En fait, la Chine se donne les moyens dans le sens où elle a connu une montée en gamme très impressionnante en matière de technologie ces dernières années et que ces technologies, ce sont des clean tech. Ce sont les trois usual suspects, c'est-à-dire les véhicules électriques, les panneaux solaires photovoltaïques et les batteries, sur lesquels, pour certains composants, la Chine est en situation de quasi-monopole. Et donc, vous l'avez dit, c'est un acteur majeur, voire le principal acteur dans ces trois secteurs au monde. Donc ça, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est la consommation de charbon. Donc la Chine reste le premier consommateur mondial en matière de charbon. Elle continue à construire des centrales. Alors, des centrales qui ne vont pas forcément être utilisées, nous dit-on, mais qui sont là pour renforcer la sécurité énergétique du pays. Donc, elle crée quand même, ça crée une menace. Et puis, il y a tout un tas d'autres problèmes en matière de surcapacité de ces industries lourdes et également d'autres impacts environnementaux. Mais on observe quand même cette transition énergétique qui est assez, je dirais presque révolutionnaire quand même dans le pays, qui est assez rapide aussi, quoi. C'est une transition qui est assez fabuleuse, effectivement. Et ce qui est intéressant au niveau des relations internationales, c'est que la Chine est en train de devenir ce que certains théoriciens appellent un electrostate, c'est-à-dire un pays
dont le système énergétique serait totalement électrifié. Ok. Sachant que l'électrification est absolument essentielle pour la décarbonation, puisqu'il est possible d'avoir une électricité produite 100% par des énergies décarbonées. Et du coup, on parle de cette révolution énergétique. Surtout, les Chinois l'ont bien compris, cette transition, elle apporte des opportunités économiques gigantesques, notamment en termes d'exportation. Alors là, je pense que c'est vraiment la caractéristique du driver de la transition énergétique chinoise, c'est que l'objectif n'est pas tant de lutter contre le changement climatique, mais enfin en tous les cas, c'est un des objectifs, mais Mmh. ce n'est pas le premier. L'objectif premier a été de conquérir de nouveaux marchés et de faire un bond technologique. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, la Chine était dans une situation où elle demandait des transferts de technologie des pays Mmh. occidentaux dans le secteur de l'automobile, dans plein de secteurs. Elle s'est fixé des objectifs technologiques très précis et parmi ces objectifs, il y avait cette idée que plutôt qu'essayer de rattraper les Occidentaux sur certaines technologies, par exemple sur celle des moteurs thermiques de nos véhicules traditionnels, il valait mieux faire un bond technologique et arriver dans des secteurs qui sont nouveaux et sur lesquels les Occidentaux n'ont pas encore de maîtrise et n'ont donc pas d'avance. Et force est de constater que 15 ans après, le pari a été réussi et que maintenant, ce sont les Occidentaux qui demandent à la Chine de faire les transferts de technologie en sens inverse. Moi, j'ai vu vraiment ces deux côtés-là, il y a 15 ans et aujourd'hui, et le contraste est vraiment frappant. La Chine est vraiment devenue le leader sur le marché des énergies vertes à l'échelle mondiale. Alors, c'est un leader Ouais. incontesté, ce qui pose énormément de questions, pour ne pas dire des défis en matière de sécurité énergétique, en particulier pour un continent comme l'Europe. Et elle exporte également beaucoup ces énergies-là, cette transition énergétique sur le continent africain aussi. Alors, on assiste effectivement depuis quelques mois à un mouvement assez impressionnant, puisque les exportations de la Chine vers à peu près tous les pays africains, les exportations de panneaux solaires photovoltaïques ont bondi de 60%. La question étant de savoir maintenant qu'est-ce qui va se passer avec ces panneaux solaires photovoltaïques. Est-ce qu'ils vont être installés? Est-ce qu'ils vont être revendus ailleurs? Qu'est-ce qui va en advenir? Ça, il va falloir explorer ce sujet, suivre ce sujet il va falloir faire attention à ce sujet. Et du coup, on a vu que la Chine s'enrichit en luttant contre le changement climatique. Ça nous amène un petit peu à se demander qu'est-ce qu'elle prône, la Chine, dans les discussions internationales. Je pense notamment au COP. Est-ce qu'elle s'affirme en tant que véritable leader du climat? Qu'est-ce qu'elle vient chercher dans ces discussions-là? Alors, c'est difficile à dire parce que la Chine a des positions assez changeantes. Vous avez parlé des COP sur le climat, mais à côté, il y a les COP sur la biodiversité, sur la désertification, il y a aussi des COP sur les terres humides, etc. Et force est de constater que dans ces COP-là, la Chine a fait preuve d'un certain leadership. Ok. On l'a vu notamment lors de la COP sur la biodiversité, cette fois 16, qui s'est conclu fin 2022 à Montréal, alors qui était présidé par la Chine, mais qui n'a pas pu se tenir, qui n'a pu se tenir que partiellement en Chine à cause du Covid. Et là, la Chine a vraiment fait preuve d'un leadership, à pousser les sujets, à chercher à trouver un consensus, a même poussé la République démocratique du Congo, qui était contre l'accord, elle l'a mise de côté, alors que c'est un partenaire quand même crucial pour la Chine. Et ce leadership a été applaudi par la plupart des négociateurs. Ça, c'est le côté biodiversité, désertification, etc. Sur le climat, les choses sont assez différentes. La Chine a une position très ambiguë qui est facilitée par les textes, puisque les textes qui gouvernent les COP du climat datent du début des années 90. À ce moment-là, la Chine était une faible émettrice, enfin
n'était pas l'émetteur qu'elle est aujourd'hui, et était considérée comme un pays en développement. Et la Chine a toujours officiellement ce statut au sein des négociations. Ça n'a pas évolué depuis 30 ans. Ça n'a pas évolué depuis 30 ans. L'Europe, chaque année ou presque, essaye de faire changer ses statuts. À chaque fois, c'est un échec. C'est une position qu'on comprend être de plus en plus difficile à tenir pour la Chine, mais elle y gagne énormément. Pourquoi ? Parce qu'elle peut se présenter comme leader des pays en développement, demander plus, non seulement d'engagement dans la lutte contre le changement climatique de la part des pays du Nord, mais également plus de financement sans avoir, elle, à contribuer. Et il y a eu quelque chose d'assez intéressant, je ne sais pas quelles ont été les coulisses de ça, mais la Chine, le Reuters, l'agence de presse Reuters a annoncé que la Chine, cette année, allait contribuer au fonds sur les forêts qui est en train d'être lancé par le Brésil. Et la nouvelle était vraiment intéressante, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que d'un seul coup, la Chine se transformait, elle allait devenir un bailleur et allait vraiment contribuer de manière significative dans les processus multilatéraux, alors qu'auparavant, elle finançait principalement via de l'aide bilatérale. Malheureusement, cette annonce s'est révélée être fausse. En tous les cas, les Chinois ont annoncé que non, ils ne contribueraient pas. Et donc, ils sont toujours dans cette position de demande forte de la part des pays développés en matière de financement et d'engagement d'action climatique. Sans qu'eux soient obligés de trop contribuer financièrement, vu leur position de pays en développement, c'est ça ? Sans qu'eux soient obligés de trop contribuer financièrement, ils n'ont aucune, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il n'ait aucune contribution annoncée. Et aussi, les ambitions annoncées par Xi Jinping, dont on parlait tout à l'heure, sont très modestes. Elles ont le mérite d'être là, c'est très important. Elles ont été très critiquées, mais elles ont le mérite d'être là. Et en règle générale, on voit que la Chine, dans les enceintes internationales, préfère formuler des objectifs qui sont très réalisables, qui sont faciles à atteindre, pour éviter d'avoir à rendre des comptes en cas d'échec. Donc là, Xi Jinping a annoncé 7 à 10%. Il y a pas mal d'observateurs qui pensent que les réductions d'émissions, que la Chine va dépasser ces 7 à 10% et que ces réductions pourraient aller jusqu'à 30%. Ah oui. On verra. Une grosse différence. On verra. Mais je me disais aussi, il y a tout cet aspect sur la problématique des énergies fossiles, dont on parle beaucoup, notamment sur les COP climat. J'imagine que la Chine ne veut pas non plus se fâcher avec les grands pays pétroliers en demandant trop sur ce domaine-là. Certainement pas. Il y a des positions qui sont assez difficiles à tenir, un équilibre entre, d'une part, de nombreux pays, les petites îles, les petits États insulaires dont l'existence même est menacée par la montée des eaux liées au changement climatique, d'autres États d'Afrique, d'Amérique latine qui demandent plus d'engagement, et la Chine qui veut apparaître comme un leader et un promoteur du multilatéralisme auprès de tous ces acteurs. Et d'un autre côté, d'autres acteurs tels que l'Arabie saoudite, tels que l'Iran aussi, tels que d'autres producteurs pétroliers qui demandent de freiner. Et la Chine, malgré tout, réussit toujours, depuis le sommet de Copenhague en 2009, à ne pas apparaître comme ceux qui ont créé le blocage. Okay. Il laisse cette responsabilité aux autres pays. Mais on peut un peu conclure en disant qu'elle n'a pas non plus pris un rôle, comme parfois on le lit, de leader dans la lutte contre le changement climatique à l'échelle globale. Ça dépend quelle grille de lecture vous adoptez. Mais au sein des COP, non. Non, clairement non, mais elle a vraiment tous les éléments pour le devenir. Eh bien, merci beaucoup, Thibaut Woitam, et merci à vous d'avoir écouté ou regardé la question Météo-Climat, le podcast pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le temps qu'il fait et qu'il fera. Abonnez-vous pour ne rien manquer, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. À bientôt.